Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bienvenue à toi dans PIB, ici Florent Collin, le cofondateur du club et bien évidemment investisseur immobilier spécialisé dans la location courte durée depuis 2018. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet que tout le monde a envie de savoir et que tout le monde craint. Même si les gens n'ont pas encore acheté dans l'immobilier ou n'ont qu'un seul bien immobilier, c'est une fixation chez tout le monde, surtout chez les débutants. Et donc, je me suis dit qu'on allait en parler. Et donc, tu l'as vu dans le titre, on va parler de la fameuse, l'unique et très crainte requalification professionnelle dans l'immobilier. Alors, c'est quoi la requalification professionnelle dans l'immobilier ? En fait, c'est un peu le boogeyman, l'épouvantail de tout investisseur immobilier qui se respecte. Et c'est pour ça qu'elle est souvent très crainte chez les débutants, parce qu'ils s'imaginent déjà être qualifiés professionnellement alors qu'ils n'ont pas encore acheté un bien immobilier. En fait, la requalification professionnelle, ça veut dire quoi ? Il faut savoir qu'en Belgique, on est dans un paradis fiscal dans l'immobilier. J'ai fait un épisode de podcast dans les tout premiers sur la fiscalité qui est assez condensé, assez efficace. Je t'invite à aller le voir. Je vais pas faire un débat là-dessus. Je vais pas tout réexpliquer parce que voilà, il y a un épisode là-dessus. Mais vraiment, on est dans un paradis fiscal. On est bien. On est bien, pour la faire courte. On n'est pas taxé sur les loyers et donc en tant que particulier, c'est vraiment ultra méga avantageux. C'est une anomalie au niveau de l'Europe. On ne devrait pas être comme ça. Tous les autres pays d'Europe ne sont pas comme ça. Mais ça nous cause justement des problèmes au niveau européen. On se fait taper tout le temps sur les doigts. Mais voilà, je ne sais pas si ça changera un jour, mais à mon avis, on verra. Mais en tout cas, là, c'est un paradis fiscal. Et donc, on n'est vraiment pas taxé. Voilà, en gros, pour la faire courte. Et le scénario apocalyptique de la requalification professionnelle, en fait, c'est-à-dire que on va taxer. Si tu tombes dans cette case-là, bien évidemment, on va voir comment ne pas tomber dedans, en tout cas comment éviter au maximum, parce que c'est pas une science exacte, c'est à l'appréciation du contrôleur fiscal, donc on n'a jamais il n'y a pas de ligne arrêtée dans le sable, tu vois, qui dit, voilà, là vous êtes requalifié, là vous l'êtes pas. C'est beaucoup plus subtil, voilà. Et c'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, on va requalifier tous tes loyers et on va taxer simplement plus sur le revenu cadastral indexé qui est super avantageux, mais sur l'intégralité des loyers. Voilà, simplement. On va te taxer sur les revenus locatifs réels. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal, surtout si tu génères beaucoup de revenus locatifs, parce qu'en fait, tu vas être taxé à l'IPP, aux revenus des personnes, on va dire physiques, et donc là, ça va faire très mal, parce qu'en fait, il y a, je vais t'expliquer, ces informations-là ne viennent pas de moi, mais de Monsieur Collomb, un des meilleurs fiscalistes qu'on ait pu trouver en Belgique, qui vient donner des ateliers régulièrement pour nos clients. Et en fait, je te l'explique, je te la fais courte. On va appliquer le barème progressif par tranche de l'impôt des personnes physiques à l'impôt des personnes physiques et à l'IPP quand tu es considéré comme professionnel, requalifié professionnellement. Et donc, tu vas voir, ça fait très mal. C'est-à-dire que tu vas être taxé à 25% pour la tranche des revenus de 0 à 13 000 euros, à 40% pour la tranche des revenus de 13 000 euros à 24 000 euros, à 45% de 24 000 à 42 000 euros et à 50% pour la tranche supérieure à 43 000 euros. C'est-à-dire que si tu gagnes par exemple 100 000 euros de revenus, tu vas être taxé à 50% sur ces 100 000 euros-là. Et en fait, tu vas avoir tous les désavantages de la fiscalité en IPP, mais tu ne pourras déduire rien du tout. En fait, tu as tous les désavantages et tu n'as aucun avantage. Donc, tu te fais
tu te fais niquer, quoi. Clairement, c'est une horreur. Et donc, ça, on veut l'éviter. Et comment l'éviter? Il y a des critères, bien évidemment, on va les voir, pour te la faire courte, on va les voir comme des balises. Je veux dire, c'est des balises et en fonction des balises cochées, on s'approche de la zone dangereuse, du seuil dangereux où on peut être qualifié comme professionnel. Ce sont des balises, je répète, il n'y a pas de critères établis, genre c'est 2 biens, 3 biens, 4 biens. Non, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc, tu vas te satisfaire de ce que je t'explique parce qu'il y aura pas, il n'y a pas d'autre chose en fait. C'est à l'appréciation du contrôleur fiscal et je sais que c'est flou, mais c'est comme ça. Et donc, quels sont les facteurs de risque? Je vais te les citer ici. Le premier, c'est que c'est une méthode qu'on pourrait qualifier de professionnelle. En tout cas, la manière que tu utilises à faire de l'immobilier peut être considérée comme professionnelle ou en lien avec la profession exercée. Donc en gros, si tu as un lien direct assez prononcé avec l'immobilier, par exemple un agent immobilier, par exemple un promoteur immobilier, un notaire, un courtier en crédit, un chasseur immobilier, voilà, je sais pas. Mais si tu as une profession liée à l'immobilier, tu rentres de facto comme un potentiel professionnel de l'immobilier. Parce qu'au final, c'est que ça. Quand tu es requalifié de manière professionnelle, c'est qu'on te considère comme un professionnel de l'immobilier et que tu ne fais plus, tes activités comme un bon père de famille ferait. C'est devenu une activité professionnelle. Et donc, le premier critère, très important, c'est que tu aies un lien professionnel avec l'immobilier. Donc je te l'ai dit, c'est une profession effectivement flagrante liée à l'immobilier. Le deuxième critère, c'est le nombre de biens en patrimoine. Mais il faut mettre ça avec autre chose. Le troisième critère, il faut le lier au troisième critère, c'est la rapidité des transactions. Et dans l'acquisition, mais aussi dans la revente. Voilà. Donc, tu peux acheter, par exemple, 20 biens immobiliers sur 25 ans. Je dis une connerie, mais voilà. C'est plus crédible que si tu achètes 20 biens immobiliers en 5 ans. Parce que là, tu vas vraiment faire beaucoup de transactions. Et en plus, ce que les gens n'aiment pas, c'est quand tu as recours régulièrement, et c'est le cas ici, à l'emprunt bancaire. Parce que c'est plus risqué. Si tu achètes cash, il y a moins de risques. Donc, tu es moins considéré comme à risque. Et comme je te dis, c'est les risques qu'un bon père de famille n'aurait pas pris. Et donc, il y a vraiment cette rapidité des transactions. Si tu fais beaucoup d'achats, revente, c'est chaud. Et donc, une autre chose qui est importante, c'est l'importance des plus-values réalisées dans la partie revente. Si tu fais 2 reventes en 1 an et demi à 100 000 euros par revente de plus-value, donc 200 000 euros de plus-value, c'est chaud. Là, c'est clair que tu vas attirer les sirènes du fisc. Là, je te le dis tout de suite. Et je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Donc, considéré comme un professionnel de l'immobilier, nombreux recours à l'emprunt bancaire. Autre chose qui est très important, et ça c'est peut-être un des critères les plus importants. Enfin, ils sont tous très importants, mais encore une fois, c'est des balises. Tu vois, nombre de biens en portefeuille, nombre de transactions, c'est difficile à dire, mais on va dire 1 par an, ça va. Mais je veux dire, si t'en fais 3 par an, c'est chaud. Donc voilà. Mais une qui vraiment est très importante, c'est que les revenus du ménage viennent majoritairement des revenus immobiliers. C'est-à-dire que si tu continues à avoir un job sur le côté, ça aura beaucoup plus d'impact et ce sera beaucoup plus facile à défendre que si tu vis intégralement de tes rentes immobilières. Tu vois ? Et là, encore une fois, on parle bien pour du privé. On parle bien pour du privé. Et bien évidemment, la complexité des montages immobiliers va aussi avoir un impact. Si tu fais que la location classique versus si tu fais des achats, reventes, options, c'est chaud. C'est pour ça que les achats, reventes, options, on les fait en société parce que ce serait une folie de faire ça en privé. Ça allumerait toutes les alarmes rouges du fisc. Donc, la complexité des montages, si tu fais des immeubles de rapport avec 5 Airbnb dedans, ça va attirer plus l'attention que des immeubles de rapport en classique ou une maison à louer à une famille. Bien évidemment. C'est toujours la question, c'est
Est-ce que je me rapproche vraiment d'un professionnel de l'immobilier? Bah oui, bien évidemment, si tu fais des stratégies qui pulsent au niveau cash flow, tu te rapproches beaucoup plus qu'un kidam qui loue un classique et qui gagne quasi rien, quoi, tu vois. Et donc, ça c'est important, la complexité du montage. Et une autre chose, donc ce qui est surtout important, je dis que c'est les revenus du ménage. Bah voilà, si 85% de tes revenus viennent de ton immobilier, et en gros, bah, que tu es au chômage et que tu vis de tes rentes, bah là, on pourrait dire que tu es un professionnel de l'immobilier. Hein. Voilà. Par contre, si tes revenus immobiliers, ça représente 20, 30, 40% et que c'est ton activité professionnelle qui te fait vivre, là, bah, y a pas de souci. Et une autre chose qui est très importante, et ça c'est vraiment très très important, c'est une délégation complète par agence ou conciergerie si tu fais du Airbnb, ou alors est-ce que c'est considéré comme une vraie activité de côté? C'est-à-dire que si tu délègues à une agence immobilière ou à une conciergerie pour le coup ici, eh ben tu seras moins considéré comme un professionnel de l'IMO parce que tu peux dire ben non, regardez, c'est pas mon activité professionnelle. En fait, moi j'ai tout délégué, je m'occupe de rien, ça me prend quasi pas de temps par mois et donc c'est pas mon activité. Moi je vis pas de ça, c'est vraiment un bonus, une poire pour la soif. C'est beaucoup plus facile à défendre ça que dire bah non en fait je m'occupe de tout, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais l'entrée et les sorties. Donc, ce côté délégation est vraiment, vraiment important aussi. Donc, voilà un peu les critères, les red flags, comme on dit, les drapeaux rouges, qui font que plus t'en empiles, plus ça devient dangereux et plus l'intensité est forte, plus c'est dangereux, bien évidemment. Si tu as un ou deux Airbnb, ça va. Si tu en as 10, c'est chaud. Voilà, c'est toujours ça en fait. Et donc, à partir de là, quand ça devient très chaud, on passe en société, c'est tout. On envisage le passage en société parce que à un moment il faut, hein, c'est normal. Et donc moi je veux juste clôturer avec ça, conclure avec ça. Quand faut-il passer en société? Quand est-ce que ça devient vraiment dangereux? Si tu démarres dans l'immobilier, à moins que tu fasses directement un immeuble de rapport 10 unités, mais si tu fais le chemin classique, une maison ou un appart ou deux apparts, tranquille, te prends pas la tête avec ça. Pour moi, il faut commencer vraiment à s'y pencher à partir du 4e, du 5e achat. Sauf si vraiment tu fais des concepts où tu gagnes 5 000 € de loyer avec un seul unité, comme avec des spas jacuzzi, c'est différent. Mais si tu fais des trucs plus classiques, pour moi, ça commence à devenir intéressant à partir du 4e, du 5e achat d'envisager en société. Et donc, je clôture là-dessus, il n'y a aucune utilité de créer une société après 1 ou 2 deals. Et de commencer à devenir je vais me renseigner sur la société. Non, fais pas ça, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, je te le dis, voilà, ne perds pas ton temps là-dessus. Donc, je répète, les critères, c'est être considéré comme un professionnel de l'immobilier, nombreux recours à l'emprunt bancaire et nombreux achats et opérations, donc achats ou reventes. Là, l'importance des plus-values s'il y a des reventes. Est-ce que les revenus du ménage viennent majoritairement de l'immobilier ou pas? La fréquence des transactions immobilières, la complexité des montages et la délégation complète ou pas. Ça, c'est tous les red flags, j'en ai cité 6 ou 7, qui peuvent faire que tu es qualifié professionnellement ou pas. Et puis, je vais terminer avec ça, parce que ça, c'est une question qui m'intéressait aussi. Ok, je suis requalifié comme professionnel. Est-ce que c'est la fin de mon aventure? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est finito? Non, ça marche pas comme ça. En fait, quand tu es requalifié comme professionnel, tu peux mettre en place des actions pour ne plus être qualifié comme professionnel. Donc, par exemple, je sais pas moi, déléguer plus, faire moins d'achats, peut-être revendre un gros bâtiment qui sera plus considéré comme voilà. Il y a moyen en fait de repasser dans le statut classique, avantageux, en faisant des choses. Et là, alors là, il faut se faire accompagner d'un avocat fiscaliste. Et l'avocat fiscaliste va négocier avec le SPF Finance, bien évidemment, et voir à partir de quand on sera considéré comme une personne normale, un bon père de famille, et plus comme un professionnel de l'immobilier. Donc, tu peux très bien être qualifié professionnellement, être taxé pendant 1 an, 2 ans comme professionnel et puis repasser dans le truc plus avantageux. C'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Et donc, voilà, c'est pas la fin du monde si on est requalifié professionnel. Ça fait vraiment mal aux fesses, mais si ça devait arriver,
ton aventure sera juste retardée. Et voilà. Mais dans tous les cas, en général, on va faire ce qu'il faut, se faire bien accompagner. C'est pour ça que nous, on fait venir les meilleurs avocats fiscalistes de Belgique dans nos ateliers pour qu'ils puissent montrer aux gens que voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut passer en société pour ton cas. Parce que chaque cas est différent, ça dépend de plein de choses et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se faire accompagner quand on a 4-5 biens, de faire un audit et voir si ça devient dangereux ou pas à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Celui-là était assez riche en pépites et en plus-value. N'hésite pas à me le dire dans le chat ou à me laisser un 5 étoiles. Ça m'encourage, ça me donne la force pour aller toujours plus loin. Et on se retrouve bien évidemment dans le prochain épisode de PIB. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.